Bonjour ou bonsoir à tous ceux qui ont bien voulu venir s'asseoir en face de moi. Donc je compte diviser mon intervention en deux parties de durée inégale. Dans la première et la plus brève, je vous ferai un résumé de la conférence que j'avais mise en scène pour l'association L'Improbable, conférence sur Louise Michel donc, pour la journée du 8 mars, il y a quelques années. Et dans un deuxième temps, j'élargirai mon propos aux autres femmes de la commune. À la fin de mon intervention, je vous proposerai une signature éventuelle de mon ouvrage qui est sorti dans la collection Je suis, donc je dis un petit mot. Donc c'est une collection qui est née au départ à destination des lycéens et collégiens à la suite de l'énervement d'un proviseur de lycée qui trouvait indécent presque que ses élèves ignorent le nom, enfin la personnalité de Pierre Brossolette dont l'établissement portait le nom. Donc il a écrit le premier petit ouvrage « Je suis Pierre Brossolette ». Et donc lorsqu'on écrit dans cette collection, on a des contraintes. La première contrainte consiste à écrire à la première personne. Donc c'est un petit peu prétentieux de se mettre à la place de Louise Michel, pour ce qui est de mon cas. Et deuxièmement, il faut écrire en un nombre de signes restreint, c'est-à-dire que Louise Michel a eu une vie tellement longue et dense que j'aurais eu de quoi écrire un très gros livre et qu'il m'a fallu donc essayer de condenser, de résumer cette vie. Voilà, mon éditeur définit ce livre comme un monologue intime, et c'est vrai que j'ai essayé de me glisser dans la peau de Louise Michel, et dense évidemment, puisqu'elle a vécu 75 ans d'une vie particulièrement parsemée d'événements. Louise Michel, donc, dans un premier temps. Dans le champ fauve, c'était un bel oiseau chantait, tout noir il était, si fort sanglotait. Que disait-il, l'oiseau du champ fauve? Que disait-il, l'oiseau du champ fauve? Alors le chant s'écrit comme un chant agricole. C'est une chanson traditionnelle de la Haute-Marne où Louise Michel est née le 29 mai 1830. Et cette chanson, je l'ai découverte grâce à Michel Bernard, la chanteuse que vous devez connaître, qui a intitulé son album, son disque, en l'honneur de Louise Michel en 2005, c'est-à-dire pour le centenaire de la mort de Louise Michel, L'oiseau noir du champ fauve. C'est-à-dire qu'elle a en quelque sorte surnommé ainsi Louise Michel, et je trouve que c'est un surnom particulièrement bien adapté. Louise Michel, oiseau noir en effet, en deuil de la commune, oiseau épris de liberté, trop souvent mis en cage, au cours de sa vie tumultueuse et souvent dramatique. Oiseau blessé dès la naissance. Louise Michel, en effet, est une enfant naturelle, née d'une mère, Marianne Michel, servante, et d'un père noble, le propriétaire du château dans lequel sa mère était installée, mais elle n'a jamais su qui était réellement son père. Est-ce que c'était le jeune maître ou le vieux qu'elle appelait grand-père et qui l'a gardé près de lui et l'a élevé, éduqué jusqu'à ce qu'il meure lui-même lorsqu'elle avait 14 ans. Ces nobles sont acquis aux idées révolutionnaires et l'éducation de Louise Michel est faite selon les principes de Rousseau et de Voltaire, mais aussi de Molière, que Louise Michel, qui a été durant toute sa vie très espiègle, prend pour modèle. Dès sa prime adolescence, elle refuse d'être le potage de l'homme, c'est-à-dire, selon elle et selon Molière, elle refuse de se marier. Sa vie durant,
Elle va lutter pour l'émancipation des femmes, défiant les misogynes, les hommes de pouvoir. Elle pratique ce que l'on pourrait appeler un féminisme asexué, car elle se voit d'abord comme un être humain avant de se penser en tant que femme. Elle comprend que son mode de vie de célibataire, gagnant sa vie sans l'appui d'un homme, n'est pas généralisable à la grande masse des femmes de son temps, et que si elle peut mener ce genre d'existence, c'est en partie grâce à son origine sociale et surtout grâce à son instruction. C'est pourquoi elle milite pour l'éducation des filles et la pratique elle-même, puisqu'elle est devenue institutrice, et dans son métier, elle a des méthodes pédagogiques tout à fait d'avant-garde. Elle défend en particulier les filles du peuple, souvent obligées à se prostituer, et dont elle a bien connu les misères lorsqu'elle les a fréquentées lors d'un séjour à la prison Saint-Lazare, qui était la prison où on envoyait les femmes prostituées. Le chant de Jules Jouy et Gustave Gamblier, qui date de 1887, c'est-à-dire exactement au moment où Louise Michel était à Saint-Lazare, et qui s'intitule « Fille d'ouvrier », nous fait prendre conscience de cette situation. À 15 ans, ça rentre à l'usine, sans éventail du matin au soir, ça turbine, chair à travail, fleur des fortifs, ça s'étiole, quand c'est giron, dans un guet-apens, ça se viole, chair à patron. Jusque dans la moelle pourrie, rien sous la dent, alors ça rentre en brasserie. Cher à client, ça tombe encore de chute en chute, honteuse un soir, pour 1 franc, ça fait la culbute, cher à trottoir, ou bien, sans carte ça travaille, dans sa maison alors, ça se met sur la paille, cher à prison. Plus généralement, Louise Michel défend tous les opprimés, toutes les victimes, même les animaux. Elle dit tout ce qui vit a droit. Son premier livre, édité en 1861 à compte d'auteur, est écrit pour protester contre le sort que la société réserve à ceux que l'on nomme idiots ou fous. Déjà, dans son enfance, elle découvre la misère paysanne qui la révolte et la pousse à voler ses grands-parents pour donner aux pauvres. Mais elle prend conscience très vite que la charité ne suffit pas et qu'il faut changer l'ordre social, qu'il faut la révolution. Dès son arrivée à Paris, en 1856, elle se lance dans la bataille des idées et dans l'action contre le Second Empire. En 1871, elle est au premier rang dans la défense de la Commune. Les strophes qu'elle a ajoutées au temps des cerises, en hommage à Jean-Baptiste Clément au moment de sa mort, me permettront de résumer son engagement dans la Commune et le drame de l'échec de cette révolution. Ensemble, jadis, nous disions les rêves que chaque jour fait pour tous plus réel sur les vastes grèves du progrès sans fin, maudissant les glaives, les maîtres, les dieux, les sanglants autels, menant le combat où, sans lâche trêve, du juste et du beau, l'on dit les appels. À l'heure terrible où prétend main forte au lointain passé stupide et sanglant, l'horrible cohorte des soldats croyants, la Commune morte, au rouge abattoir allait égorgeant. Comme un dernier souffle au vent qui l'emporte, passa la mitraille en un coup géant. Moi dans sa taurie, j'étais prisonnière,
songeant dans mon cœur que c'était la fin, que se fermait l'ère. J'ai dit, la commune est vivante et fière. Eux furent surpris, mais je savais bien qu'on allait encore ramper en arrière dans les lourdes nuits des temps incertains. C'est ce souvenir, fleur toujours vivante, qu'aujourd'hui je jette, encore poignant, la tombe béante de nos yeux sans pleurs, en rosée ardente, reçoit chaque larme en gouttes de sang. Et nous ignorons si, dans la tourmente, notre cœur est mort ou s'il est vivant. Bon, je passe rapidement sur cet épisode de la commune parce que j'y reviendrai dans ma deuxième partie à propos des femmes de la commune. On sait que Louise Michel s'est surtout rendue célèbre pendant son procès où elle a défendu l'action de la commune, promis d'en venger les martyrs et n'a nié aucune de ses responsabilités. Cette attitude lui a valu d'ailleurs l'admiration de Victor Hugo, qui lui a dédié un poème, Viro Major. On lui refuse la mort qu'elle réclame et elle est condamnée à la déportation en Nouvelle-Calédonie en enceinte fortifiée où elle restera 7 ans. Ce qui la sauve là-bas, c'est son insatiable soif de connaissance et l'amour de la nature qu'elle a développé comme tous les romantiques. C'est dans ce courant littéraire, en effet, que s'inscrit l'œuvre de celle qui voulait d'abord être poète et a correspondu avec Victor Hugo jusqu'à la mort de ce dernier. Elle a laissé une œuvre littéraire énorme et variée, mal connue aujourd'hui, mais rééditée petit à petit, œuvre souvent écrite en prison, où elle a effectué de nombreux séjours d'une durée totale d'environ 5 ans, sans compter les 7 ans d'exil, bien sûr. C'est là qu'elle a écrit ce poème, Prison, mis en musique par Michel Bernard. À brûler si longtemps de la même colère, emporter avec soi de prison en prison le même baluchon de rage et de poème, dire l'amour si fort qu'on croirait de la haine. Comme on refait sans fin des châteaux sur la plage, ne jamais renoncer à son rêve géant malgré la vie si longue où l'on casse ses dents, faire des vagues à travers les barreaux de sa cage. D'une plume têtue qui crisse dans la nuit, galoper sur les pages à l'envers de l'oubli et glisser jusqu'au bout des lettres sous la porte pour que le vent les prenne et les hurle à la mort. En Nouvelle-Calédonie, elle s'est beaucoup intéressée aux coutumes des indigènes et est une des seules à avoir soutenu la révolte des Kanaks contre la colonisation. Même si, malgré une légende tenace, elle n'a pris aucune part à cette révolte. C'est à la suite de l'échec de la commune, pendant son exil en Nouvelle-Calédonie, que sa vision politique évolue. Il n'y en a pas un sur 100, et pourtant, ils existent. Et s'il faut commencer par les coups de pied au cul, faudrait pas oublier que ça descend dans la rue, les anarchistes. Anarchiste donc, à son retour en 1881,
Elle milite avec les anarchistes, mais elle n'appartient à aucun groupe. Elle participe à beaucoup de manifestations, soutient les grévistes et les chômeurs. Elle est constamment sous surveillance policière. Elle entreprend des tournées de conférences en France et à l'étranger où elle effectue plusieurs séjours plus ou moins forcés. Elle tombe malade lors d'une tournée de conférences en Algérie et revient mourir à l'hôtel Oasis de Marseille le 9 janvier 1905 à l'âge de 75 ans. Son enterrement à Paris le 21 janvier 1905 est un événement considérable. 120 000 personnes au moins suivent le corbillard de dernière classe qu'elle a réclamé, de la gare Saint-Lazare en passant par Montmartre, où l'Internationale est entonnée à pleine voix, jusqu'au cimetière de Levallois, où elle est enterrée aux côtés de sa mère et de ses amis Marie et Théophile Ferré. Cet espiègle rirait bien de voir aujourd'hui la plaque apposée sur sa tombe et qui explique « Cette tombe est entretenue par la municipalité de Levallois-Perret, c'est-à-dire par Patrick Balkany. » En revanche, elle aurait été émue aux larmes, elle qui admirait tant les révolutionnaires russes, d'apprendre que le jour même de son enterrement éclatait à Saint-Pétersbourg le dimanche rouge, prélude aux révolutions russes. Alors pour terminer cette première partie sur Louise Michel, je vais appeler à la rescousse un chanteur libertaire catalan qui s'appelle Serge Uche-Royo et qui a écrit une chanson dont je ne chanterai qu'un extrait, chanson intitulée Sur la commune. Tous les copains de la commune ne sont pas morts sans rien laisser. Ils pourraient nous garder rancune de laisser crever leur passé. Ils pourraient nous garder rancune de ne pas mieux en profiter. Une fille de Paris a gueulé vers le ciel et laissé sa jeunesse dans un bagne pourri. Femmes, si vous luttez, saluez Louise Michel. Et si vous ne luttez pas, saluez-la aussi. Femmes, si vous luttez, saluez Louise Michel. Et si vous ne luttez pas, saluez-la aussi. Deuxième partie. La personnalité de Louise Michel a occulté à son corps défendant le rôle de milliers de femmes dans la Commune de Paris. À son corps défendant, car c'est souvent grâce à ses écrits que nous connaissons certaines de ces femmes. Elle en a cité une cinquantaine dans ses mémoires ou ses souvenirs de la Commune, et elle trouverait très injuste, elle qui abhorrait l'injustice, que l'on ne s'intéresse pas à ses compagnes de lutte. Or, parmi les nombreux livres ayant pour sujet la Commune, très peu insistent sur l'importance du rôle des femmes, très peu les tirent de l'anonymat. Arlette Farge, dans son ouvrage « L'histoire sans qualité », remarque « Non mémorisée, la femme reste blanche comme l'oubli. Son histoire n'a jamais été écrite qu'avec de l'encre incolore. » C'est peut-être pour cette raison que Claudine Rey, Annie Gaïa et Sylvie Pépineau, les auteurs de ce petit dictionnaire des femmes de la Commune, ont pensé que ces femmes avaient bien écrit leur histoire, mais dans une belle encre rouge, et ont voulu leur faire honneur en essayant de rassembler un certain nombre de ces femmes et de leur histoire, et elles ont donné à leur livre comme sous-titre « Les oubliées EES de l'histoire ». Ces femmes sont, comme les hommes, engagées dans la même lutte, d'une part patriotes. Elles refusent la capitulation de la France devant Bismarck après un siège de Paris particulièrement éprouvant et refusent aussi les conditions de la défaite. Elles sont d'autre part républicaines. Elles ont lutté contre le Second Empire et même, pour les plus âgées, comme la lyonnaise Madame Delettra, qui est servante de son État, participé à la Révolution de 1848. Elles ne veulent pas d'un retour à la monarchie. Or, rappelons-le,
la toute nouvelle assemblée élue le 8 février 1871 est en grande majorité monarchiste. Enfin, elles sont révolutionnaires. La plupart d'entre elles veulent la fin des privilèges et de l'exploitation et luttent pour la sociale. C'est à l'intérieur de ces luttes qu'elles cherchent à faire progresser l'émancipation des femmes. Il faut dire qu'elles n'avaient rien à perdre à entrer dans la lutte. Souvent illettrées, elles étaient objets de mépris dans tous les aspects de leur vie. Au travail, elles étaient exploitées encore bien plus durement que les hommes, avec des salaires souvent inférieurs de moitié à ceux de leurs compagnons. Le Code Napoléon faisait d'elles d'éternelles mineures, parfois bien maltraitées dans leur propre foyer. En 1871, elles réclament seulement que la femme soit considérée comme un être humain et posent les conditions de leur libération, enseignement, métier, capacité juridique, etc. Je vais essayer dans un premier temps de répondre à la question « Qui sont ces femmes ?», puis dans un deuxième temps de montrer les différents terrains de lutte qu'elles se sont choisis. Enfin, nous essaierons de voir en quoi l'action des femmes a pu influencer le programme et les réalisations de la Commune. Pour savoir qui sont ces femmes, les sources viennent de plusieurs ouvrages de communards eux-mêmes, Louise Michel surtout, Lisa Garay, André Léo, Nathalie Lemel, Benoît Malon, Béatrix Escoffon, Jules Vallès. Des articles de réactionnaires aussi, comme Maxime Ducamp, de Dauban, et les ouvrages écrits depuis sur la Commune où il est question des femmes, Les pétroleuses, d'Édith Thomas, les articles de Jean Métron, Les femmes de la Commune, le livre de Gérald Dittmar, que j'ai là, Histoire des femmes de la Commune de Paris, et enfin, bien sûr, le petit dictionnaire dont j'ai parlé tout à l'heure. Tous ces écrits nous apprennent beaucoup sur leur origine socio-professionnelle, leur nationalité, leur âge, etc. Rimbaud, seul, enfin un des rares écrivains, à avoir pris parti pour la Commune, avec Paul Verlaine et bien sûr Jules Vallès, a écrit un poème que vous connaissez peut-être, Les mains de Jeanne-Marie, dont je vais lire seulement quelques extraits. Jeanne-Marie a des mains fortes, mains sombres, que l'été tana. Mains pâles comme des mains mortes sont des mains de Juana. Sur les pieds ardents des madones, ont-elles fané des fleurs d'or? C'est le sang noir des belladones qui dans leurs paumes éclate et dort. Une tache de populace les brunit comme un sein d'hier. Le dos de ses mains et la place qui en baisa tout révolté fier. Elles ont pâli, merveilleuses, au grand soleil d'amour chargé sur le bronze des mitrailleuses à travers Paris insurgées. La femme dont il est question dans ce poème n'est pas un écrivain, une intellectuelle. C'est une femme du peuple avec des mains de femme du peuple. Dans le petit dictionnaire des femmes de la Commune, les auteurs ont réuni 270 femmes. On connaît leur métier pour 190 d'entre elles. Certaines étaient sans profession, comme Marie Schmidt par exemple. L'immense majorité est constituée d'ouvrières avec une grosse proportion qui travaillent autour du tissu, de la couture ou de l'entretien du linge, ce qui nous rappelle le rôle des blanchisseuses déjà dans la première révolution en 1793. Presque toutes travaillent à domicile. Il y a quelques artisans, coiffeuses, restauratrices, plusieurs marchandes, souvent de 4 saisons, et même une tireuse de cartes. Beaucoup sont servantes ou journalières. Quelques-unes sont dans des métiers dits nobles, car liés au livre, comme Nathalie Lemel, mais là, elle est plutôt à classer parmi les intellectuels, puisqu'en déportation en Nouvelle-Calédonie, Rochefort l'a trouvée même plus intéressante que Louise Michel, mais elle n'a pas laissé d'écrit.
Les ouvrières sont mêlées aux intellectuels, dont plusieurs sont institutrices. Marie David, épouse du général La Cecilia, Marie Deschamps, Victorine Eudes, surnommée la générale Eudes, qui est une ancienne élève de Louise Michel, Louise Michel elle-même, Marguerite Victoire Tiner. Les deux dernières sont aussi écrivains, comme Anna Jacquelart, dont Dostoïevski était tombé amoureux après avoir lu une de ses nouvelles, ou André Léo. Paul Mink est journaliste, encore qu'avec cet exemple, il faille se méfier de la séparation manuelle intellectuelle, puisque Paul Mink, à ses heures pour gagner sa vie, était aussi lingère. Enfin, Elisabeth Dimitrieff, c'est une intellectuelle de premier plan, parlant 4 langues, amie de Karl Marx. Elle est membre de l'Association internationale des travailleurs et vient dans un premier temps en mission d'information sur la Commune de Paris. Toutes ces femmes, quel que soit leur statut social, se mêlent dans des luttes communes, participent aux mêmes associations, comités, clubs, sociétés et pour plusieurs à l'international. Un exemple, l'Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés, créée le 11 avril 1871 par Elisabeth Dimitrieff et Nathalie Lemel, comprend dans sa commission exécutive 4 ouvrières: Aline Jacquard, giletière, Blanche Lefebvre, blanchisseuse, Marceline Leloup, couturière, Nathalie Lemel, relieuse, et 3 en profession, Elisabeth Dimitrieff, Aglaé Jarry et Madame Collin. On l'a dit en introduction, ces femmes sont patriotes, mais elles sont aussi internationalistes. Comme dans les rangs des hommes, il y a une union des Françaises et des étrangères dans la lutte commune contre la société inégalitaire. Elisabeth Dimitrieff et Anna Jacquelart sont nées en Russie. Paul Mink est né en France, mais d'un père polonais. Kaweka Ladoszka, femme du lieutenant-colonel des Turcos de la Commune, est aussi polonaise, ainsi que Rosalie Kozakowska, tailleuse d'habits. Reidenreth est d'origine autrichienne. Blandine Sneck et Marie-Antoinette Vandewalle, l'amie de Félix Piat, sont belges, ainsi que la cantinière Petroni Kindermans. Il y a aussi quelques Italiennes et des Espagnols. D'ailleurs, Maxime Ducamp, crachant sur la Commune après la semaine sanglante, écrit « Le sexe faible faisait parler de lui en ces temps exécrables. Les femmes y furent mauvaises. Ainsi les pensionnaires de Saint-Lazare en vacances, les natifs de la petite Pologne et de la grande Bohême, les marchandes de tripes à la mode de Caen, les couturières pour messieurs, les institutrices pour étudiants majeurs, les bonnes pour tout faire. » Maxime Ducamp, comme tous les réactionnaires, traite les femmes de la Commune de prostituées. L'allusion aux pensionnaires de Saint-Lazare est assez éclairante. Mais ce texte révèle bien la présence de métiers différents, marchandes, couturières, servantes, institutrices, et de nationalités diverses mêlées dans la lutte. Enfin, il n'y a pas de conflit de génération dans la Commune où les jeunes filles se retrouvent côte à côte avec des femmes qui pourraient être leur mère, leur grand-mère, voire leur arrière-grand-mère. La plus jeune, Marie Dumont, a 14 ans, et Mathilde Lecomte et Thérèse Vechtéau ont 98 ans. Toutes les tranches d'âge sont représentées. 12 ont moins de 20 ans. Sophie Poirier, Nathalie Lemel, André Léo, Louise Michel font partie du bataillon des quarantenaires et beaucoup ont dépassé la cinquantaine. Ces femmes vont lutter sur 2 fronts, civil et militaire. Pour beaucoup, d'abord civil, puis militaire. On connaît les buts de ces luttes et leurs réalisations grâce au compte-rendu que fit la presse du contenu des réunions des clubs et des différentes sociétés où les femmes sont présentes. Elle réclame que tous les clubs soient mixtes. Certains le deviennent, d'autres sont exclusivement féminins. En tout cas, ils sont très nombreux.
Un des clubs de la Révolution est présidé par Louise Michel, l'autre par Théophile Ferré, mais on compte aussi le club de la Boule Noire, Favier, Démocratique des Batignolles, des Folies Bergères, de la Reine Blanche, de l'Élysée-Montmartre, de la rue d'Arras, de l'École de médecine, de la République, de la Patrie en danger, de la Libre Pensée, sans compter les loges maçonniques en pleine effervescence, elles aussi. Beaucoup de ces clubs sont nés après Sedan, pendant le siège de Paris, comme les comités de vigilance pour défendre la République. Ils réunissent chaque jour des milliers de femmes et d'hommes. Nathalie Lemel intervient au club de l'École de médecine, Louise Michel au club de la Révolution, de la Reine Blanche, de la Patrie en danger. Maria Derem fait à l'âge de 25 ans une conférence au Grand Orient expliquant qu'en diminuant la femme, on diminue la société tout entière, car, dit-elle, une esclave ne peut élever que des esclaves. Les femmes sont aussi très nombreuses aux réunions dans les quartiers. Sans doute, beaucoup d'entre elles avaient une idée très vague du socialisme. Mais ce qu'elles savent, c'est qu'elles travaillent toute leur vie pour des salaires dérisoires et que leurs enfants seront aussi misérables et exploités qu'elles si rien ne vient à changer. Les intellectuels écrivent aussi dans la presse. André Léo et Anna Jacquelart fondent le journal La Sociale, pendant que Jules Vallès lance le Cri du peuple auquel participe Louise Michel. Les femmes s'organisent très tôt. À la fin de l'Empire déjà, Paul Mink milite en parole et par écrit pour la cause des femmes et crée une organisation féminine révolutionnaire appelée la Société fraternelle de l'ouvrière. Après une pétition signée par 38 femmes, André Léo crée en décembre 1868 la Société de revendication des droits civils de la femme avec Louise Michel, Maria Derem, Madame Jules Simon, Noémie et Élisée Reclus, le grand géographe, dont la présence nous confirme la mixité de ces réunions. Le 2 septembre 1870, ces mouvements lancent un appel aux femmes pour défendre la patrie en danger et réclamer la destitution de Napoléon III. Quels droits s'agit-il de revendiquer sur le plan civil? Le 12 avril, un jour après sa création, l'Union des femmes pour la défense de Paris publie dans La Sociale un texte essentiel qui dit en substance, je cite, « La lutte pour la défense de la commune, c'est la lutte pour le droit des femmes. Et c'est en même temps la lutte émancipatrice de la classe ouvrière. » Ce texte rappelle, je cite, « Toute inégalité et tout antagonisme entre les sexes constitue une des bases du pouvoir des classes gouvernantes. » Il s'agit donc de mener une même lutte pour les droits des femmes et pour la sociale. Dans le groupe de travail des droits des femmes, Louise Michel fait des conférences sur le travail des femmes dans les quartiers. Et cette question du travail est le premier domaine d'intervention des femmes. Elle demande du travail pour tous ou une indemnité en cas de chômage, l'égalité des salaires hommes-femmes avec revalorisation du salaire masculin. Mais alors que Fourier, Saint-Simon et Karl Marx pensent que la femme est un être humain égal et libre, beaucoup d'ouvriers et même de penseurs socialistes ne les suivent pas. Le maître à penser du prolétariat en France est plutôt Joseph Proudhon, dont on connaît hélas la formule « Entre ménagère et courtisane, il n'y a point pour la femme de milieu ». Ces suiveurs sont contre le travail féminin, d'autant que la masse des femmes, payées souvent 50% de moins que leurs compagnons, représente un formidable moyen de pression sur les salaires de tout le monde. Seul le syndicat des relieurs, avec Eugène Varlin et Nathalie Lemel, a obtenu l'égalité des salaires hommes-femmes dès 1865. Sous le Second Empire, pour 12 heures de travail par jour en moyenne, l'ouvrière gagne, toujours en moyenne, 500 francs par an. Or, les frais liés au loyer, à l'habillement, au chauffage et à l'éclairage s'élèvent à plus de 287 francs. Reste 215 francs, c'est-à-dire 50 centimes par jour,
juste de quoi ne pas mourir de faim en se contentant de pain et de lait, si on n'a pas d'enfant, si on n'est pas malade, et s'il n'y a pas de jours chômés, puisque beaucoup sont payés à la journée, sont journalières. Dans ces conditions, la prostitution, surtout pour les femmes célibataires ou veuves, est endémique. On dit que la femme va faire sa 5e demi-journée de travail. Pendant le siège, et pour lutter contre la prostitution forcée des jeunes filles sans famille et sans emploi, le comité des femmes de la rue d'Assas, créé par Jules Alix et dont Geneviève Vivien est la trésorière, préconise d'ouvrir des ateliers où les filles auraient du travail, seraient nourries, voire éduquées. Ayant bien compris que les femmes qui travaillent ne peuvent pas s'occuper en même temps de leurs enfants, Marie Verdure met sur pied un plan d'organisation de crèches avec une approche pédagogique d'avant-garde, jugeons plus tôt. Les crèches comporteront des volières remplies d'oiseaux, des jouets peints ou sculptés représentant des animaux ou des arbres, partout des couleurs claires. Il faudra 10 femmes pour 100 enfants, des femmes jeunes et gaies. Un contrôle médical sera assuré. Mais ce projet étant fait sous l'égide de la Société des Amis de l'Enseignement, nous basculons déjà dans un autre domaine d'intervention des femmes et qui les concerne au premier chef, l'enseignement. La grande revendication, c'est un enseignement pour tous et toutes. Pour tous, car même chez les garçons, 1 sur 5 n'allait jamais à l'école, car issus de familles trop pauvres. Et surtout pour toutes, car les filles étaient massivement laissées dans l'ignorance. Déjà avant la Commune, des institutrices avaient ouvert des écoles de filles, mais libres, c'est-à-dire privées, parce que pour enseigner dans le public, il fallait prêter serment à l'empereur. Louise Michel, Pauline Kergomar, qui va fonder ensuite, qui est la future créatrice de l'école maternelle en France, sont dans ce cas, comme Marguerite Victoire Tiner, qui a créé une école professionnelle pour les filles dans le quartier pauvre du 13e arrondissement dès 1867. La société L'Éducation Nouvelle compte 6 membres, 3 femmes, Marie Verdure, Henriette Garros et Louise Lafitte, et 3 hommes, Reims, Rama et Meunier. Elle réfléchit à l'organisation d'un enseignement laïque, gratuit et obligatoire, avec des écoles primaires et professionnelles. Ces établissements doivent être laïques. Beaucoup de femmes sont anticléricales. Nathalie Lemel fréquente le club de la libre pensée. Élodie Richoux a des propos violents contre l'Église. Marie Deschamps et Béatrix Excoffon partagent ce rejet. Toutes pensent que l'Église et la bourgeoisie ont partie liée et que le clergé, effroyablement réactionnaire à l'époque, dans sa majorité, contribue à maintenir le peuple dans la soumission à l'exploitation. Pour ce qui est des filles, elles pensent que les prêtres et les religieuses maintiennent les filles dans l'inculture et la dépendance, en leur inculquant très tôt le complexe d'Ève, si l'on peut dire. Louise Michel pensait sans doute à ce rôle de l'Église lorsqu'elle écrivait « Les filles sont élevées dans la niaiserie, tout exprès pour être mieux trompées. C'est cela qu'on veut. C'est comme si on vous jetait à l'eau après vous avoir défendu d'apprendre à nager ou même lier les membres. » Les femmes se dressent d'ailleurs aussi contre les préceptes religieux en demandant la révision du code de la famille. La Restauration a interdit en 1816 le divorce. Or, beaucoup de femmes sont mal mariées ou vivent en concubinage ou ont des enfants naturels. Elles demandent un changement de législation pour que soit reconnu le droit au divorce et les mêmes lois pour les concubins et les enfants naturels que pour les époux et les enfants dits légitimes. Marguerite Victoire Tiner, dans son livre « Un rêve de femme », attire même l'attention des filles sur l'harmonie physique dans le mariage, ce qui est très nouveau et n'a encore été abordé que par George Sand ou Flora Tristan. Bien sûr, le concubinage fait hurler d'effroi les bien-pensants, qu'ils tolèrent pourtant très bien l'adultère mondain, et les conseils de guerre après la Commune
tiendront le concubinage pour un élément à charge contre les accusés. Enfin, les femmes ont montré un grand sens de la solidarité dès avant la Commune. Louise Michel, institutrice à Audeloncourt, en Haute-Marne, a créé dès 1853 un bureau de bienfaisance et un atelier de travail pour les ouvriers les plus démunis. Marguerite Victoire Tiner crée en 1867 une coopérative de consommation pour les plus défavorisés à Paris. Nathalie Lemel et Eugène Varlin fondent en 1868 une coopérative de consommation et surtout, Nathalie prend la direction du restaurant ouvrier La Marmite. Il y a 3 marmites à Paris en 1870 qui nourrissent 8000 travailleurs. Pendant le siège et la Commune, des artistes femmes donnent des concerts, des spectacles qui permettent de récolter des fonds pour aider les familles des gardes nationaux ou des fédérés, les veuves et les orphelins. Cette solidarité se retrouve aussi après la Commune, au moment du retour des déportés. Herminie Cadol, amie de Louise Michel dans le comité de vigilance du 18e arrondissement, va l'accueillir à son retour d'exil avec Clémenceau, Rochefort et Marie Ferré en 1880. Elle sera toujours présente ensuite pour l'accueil du retour des déportés, même pour les derniers à revenir. Alors, une anecdote, elle a continué d'une certaine manière le combat féministe de façon originale. Émigrée à Buenos Aires après la Commune, elle y a inventé le soutien-gorge. Alors on sait qu'en 1968, les filles ont jeté cet accessoire aux orties, mais il ne faut pas oublier qu'il fut un sacré progrès dans le confort féminin par rapport au corset préexistant. Il paraît que la lingerie Cadol existe toujours à Paris. Un dernier point dans la lutte pour les droits des femmes qui n'a pas été évoqué, c'est celui des droits politiques, en particulier du droit de vote. En effet, si pour la première fois dans l'histoire de la France, il y a 25 ouvriers, même de l'histoire, il y a 25 ouvriers parmi les élus de la Commune, il n'y a aucune femme. Elles n'ont pas le droit de vote, que les suffragettes réclament pourtant en France depuis 1848. Les femmes de la Commune ne se sont pas beaucoup attachées à cet aspect des choses. D'une part, les anarchistes s'en souciaient comme d'une guigne, ainsi que le dira plus tard Louise Michel dans son essai « Prise de possession ». D'autre part et surtout, la Commune est une forme de démocratie directe, où la population est consultée sans cesse et ne se prive pas de donner son avis. Il semble que les femmes se soient dit « à quoi bon réclamer les commandes si les pilotes vont dans le sens que nous voulons ?» Il y a au moins 2 cas à part cependant, Paul Mink et surtout André Léo, surnommé la Junon de la Commune, qui réclame le droit de vote pour les femmes en disant « il n'est pas un diplôme de capacité doctrinale ». La même André Léo occupe décidément une place originale. Elle est une des seules à s'élever contre un décret de la Commune interdisant la presse réactionnaire. Elle écrit « Si nous agissons comme nos adversaires, comment le monde choisira-t-il entre eux et nous ?» et défend la liberté totale d'expression en disant qu'on attaque en justice quand il le faut le mensonge et la calomnie, mais que la liberté de penser soit inviolable. Donc on voit l'actualité de ces propos. Les femmes ont donc lutté sur le plan des droits civils, mais lorsque la Commune a été en danger, elles se sont aussi pour beaucoup engagées militairement. Alors là, les sources que nous avons, ce sont les comptes rendus des conseils de guerre, où elles ont été jugées après la Commune, et de la Commission des Grâces, le journal officiel de la Commune, les récits de Jules Vallès, de Louise Michel, de Béatrice Escoffon, de Victorine Brochet, qui a écrit Souvenir d'une morte vivante, on verra pourquoi, et de Célestine Ardouin, qui a écrit un livre qui s'appelle La détenue de Versailles, un petit livre qui vient d'être réédité. Louise Michel a dit « Les femmes se sont battues comme des lionnes. » Elle qui, alors inconnue, avait fait sourire au Club de la Libre Pensée en se levant pour dire « Quand l'heure sera venue, si les hommes sont timides, les citoyennes marcheront au premier rang.
Moi, j'en serai. Bien avant la Commune, des femmes demandent des armes qu'elles n'obtiennent pas pour aller défendre Strasbourg assiégée par les Prussiens. Ce sont elles qui donnent l'alerte pour empêcher les soldats envoyés par Thiers de s'emparer des canons à Montmartre dans la nuit du 17 au 18 mars 1871, qui marque le début de la Commune. Elles entraînent la troupe à la fraternisation. Le 4 avril, un rassemblement de 700 à 800 femmes est prêt à marcher sur Versailles, où s'est installé le gouvernement réactionnaire d'Adolphe Thiers. Béatrix Escoffon, à toutes les peines du monde, elle qui redoute un bain de sang, a orienté le groupe vers la mise en place d'ambulances pour les blessés. Dans les jours qui suivent, les femmes se mobilisent. On les retrouve cantinières, ambulancières. Le 14 avril, une adresse des citoyennes promet de combattre les Versaillais s'ils entrent dans Paris. Beaucoup sont déjà sur le front comme cantinières, ambulancières ou combattantes. Voilà le texte de Louise Michel dans Histoire et souvenirs de la Commune. Je faisais partie à cette sortie du 61e bataillon de marche de Montmartre, corps d'armée d'Eudes. Après avoir pris les Moulineaux, on entra au fort d'Issy, où l'un de nous eut la tête emportée d'un obus. Eudes et son état-major s'établirent au couvent des Jésuites à Issy. 2 ou 3 jours après, drapeau rouge déployé, venaient nous retrouver une vingtaine de femmes, parmi lesquelles Béatrix Escoffon, Malvina Poulain, Mariani Fernandez, Mesdames Goulet, Danguet, Cartier. Les voyant arriver ainsi, les fédérés réunis au fort saluèrent. Suivant l'appel que nous avions publié dans les journaux, elles pansaient les blessés sur le champ de bataille et souvent ramassèrent le fusil d'un mort. Il en fut ainsi de plusieurs cantinières, Marie Schmitt, Madame Lachaise, Madame Victorine Rouchy, des turcos de la Commune déjà cités et mis à l'ordre du jour de leur bataillon, une cantinière, des enfants perdus, tués comme un soldat, et d'autres, tant que si on les nommait toutes, le volume serait plus que rempli. J'étais souvent avec les ambulancières venues nous retrouver au fort d'Issy, mais plus souvent encore avec nos camarades des compagnies de marche. Ayant commencé avec eux, j'y restais et je crois que je n'étais pas un mauvais soldat. La note du journal officiel de la Commune à propos des Moulineaux du 3 avril était exacte. Dans les rangs du 61e bataillon combattait une femme énergique. Lorsque le 61e rentrait pour quelques jours, j'allais avec d'autres. Je n'aurais voulu pour rien au monde quitter les compagnies de marche. Et depuis le 3 avril jusqu'à la semaine de mai, je ne passais à Paris que 2 fois une demi-journée. Ainsi, j'eus pour compagnons d'armes les enfants perdus dans les hautes bruyères, les artilleurs à Issy et à Neuilly, les éclaireurs de Montmartre. Ainsi je vis combien furent braves les armées de la Commune, combien mes amis Eudes, Ranvier, La Cécilia, Dombrowski comptèrent leur vie pour peu. Alors on voit qu'on passe vite de l'ambulance au combat. Ramassèrent le fusil d'un mort, et après elles en servent bien entendu. Le 10 avril, le journal officiel de la Commune rend hommage aux héroïnes de la Révolution. Ces jours derniers, les actes d'héroïsme féminin se sont multipliés. Un grand nombre de femmes ont combattu dans les rangs de la garde nationale. Plusieurs d'entre elles ont été tuées ou blessées à Neuilly. On a vu une cantinière qui, blessée à la tête, a fait panser sa blessure et est revenue prendre son poste de combat. Au plateau de Châtillon, une cantinière, restée avec un groupe de gardes nationaux, chargeait son fusil, tirait, rechargeait sans interruption. Elle se retira presque la dernière, se retournant à chaque instant pour faire le coup de feu. La cantinière du 61e bataillon, atteinte d'un éclat d'obus, est morte sur le coup. Parmi les plus intrépides de ces femmes, on montrait la femme d'un des généraux de la Commune, la générale Eudes. Alors effectivement, Victorine Eudes, dite la générale, suit les compagnies de marche. Elle a 20 ans. Louise Michel dit d'elle, malgré son jeune âge, elle ne tire pas mal. Louise Michel, qui est elle-même ravie d'avoir obtenu le 3 avril de Louis Moreau une carabine Remington, et dit, pour la première fois, j'ai une bonne arme. Mais aux avant-postes, tout ne s'est pas toujours très bien passé. Il y a eu quelques cas de viol, et Rossel, délégué à la guerre de la Commune, à ce moment-là, a dû promettre d'y mettre bon ordre.
Officiers et chirurgiens sont hostiles à l'arrivée des ambulancières. Des infirmières du 17e arrondissement, pourtant venues avec le brassard de la Croix-Rouge, restent sans ouvrage pendant plusieurs jours. Louise Michel à Neuilly se lamente car on ne l'utilise pas et dit « Ah, si l'on me permettait seulement de secourir nos blessés, mais que d'obstacles, de taquineries, d'hostilités !» En revanche, les hommes de troupe, eux, leur sont très favorables. Beaucoup de femmes sont honorées par les soldats. Marguerite Lachaise, née Guinder, est vantée par des lettres de soldats qui disent « Malgré la moisson que faisait autour d'elle la mitraille, elle restait occupée à penser et soigner les blessés. » Hortense David est portée en triomphe pour son courage. Victorine Rouchy, combattante dans le bataillon des défenseurs de la République, est félicitée du courage qu'elle a montré en suivant le bataillon au feu et de l'humanité qu'elle a eue pour les blessés dans les journées du 29 et 30 avril. Le dimanche 21 mai, les Versaillais rentrent dans Paris par la porte de Saint-Cloud. La ville est encerclée rapidement. C'est le début de ce que l'on a appelé la semaine sanglante. Dombrowski envoie à Montmartre Elisabeth Dimitrieff et Louise Michel accompagnées d'un détachement de 25 femmes. Du cimetière de Montmartre, Louise Michel rejoint la barricade de la chaussée Clignancourt. Elle y retrouve la modiste Blanche Lefebvre et boit avec elle une tasse de café, puis Blanche s'éloigne vers la barricade de la place Blanche, défendue par 120 femmes, et où elle va être tuée. L'Union des femmes, sous la présidence de Nathalie Lemel, appelle une dernière fois les femmes à se rendre sur les barricades. Quand la barricade de la place Blanche est prise, les femmes se replient sur une nouvelle position, place Pigalle. Puis quand cette nouvelle barricade est prise, boulevard Magenta. Aucune n'en a réchappé. L'avancée des Versaillais bute sur ces bastions, mais ils continuent à progresser inexorablement. À la barricade des Arts et Métiers, les fédérés se replient, laissant une mitrailleuse chargée. Une femme reste et décharge la mitraille quand les Versaillais sont à sa portée. Prise les armes à la main, elle est comme beaucoup d'autres fusillée sur le champ. À la barricade du Château d'Eau, une jeune fille, Marie, 19 ans, est tuée après avoir combattu toute la journée. Jean-Baptiste Clément a dédié le temps des cerises, je cite, à la vaillante Louise, ambulancière de la rue de la Fontaine-au-Roi, le dimanche 28 mai 1871, c'est le dernier jour de la semaine sanglante. 52 femmes sont fusillées près de la barricade du Château d'Eau à la mairie du 10e arrondissement. Et si l'on veut avoir une idée du courage de ces femmes, on peut faire appel aussi au texte des réactionnaires. Dans le Times, le correspondant écrit « Si la nation française ne se composait que de femmes, quelle terrible nation ce serait !» Maxime Ducamp, encore « Au dernier jour, toutes ces viragos belliqueuses tinrent derrière les barricades plus longtemps que les hommes. On en arrêta beaucoup les mains noires de poudre, l'épaule meurtrie par le recul du fusil. En fait, elles ne sont pas arrêtées, elles sont exécutées sommairement tout de suite. De Dauban, profondément réactionnaire aussi, est quand même frôlé par une sorte d'admiration lorsqu'il écrit « Jamais les femmes ne se sont montrées en si grand nombre, bravant le péril, défiant la mort. Elles pensaient les horribles blessures faites par la mitraille, les obus ou les balles cylindriques. Blessures épouvantables. Elles accouraient auprès de ceux qui, sous l'emprise de tortures inouïes, hurlaient, sanglotaient. Puis, la vue pleine de sang, elles prenaient résolument le chasse-peau et couraient aux mêmes blessures, à la même agonie. Et quelle intrépidité sur les barricades, quelle férocité dans le combat, et quel sang-froid le long du mur. Alors l'auteur a peut-être vu, au mur des fusillés, Béatrix Escoffon, qui a fait l'objet de 3 simulacres d'exécution attachés au poteau. Le 28 mai, les derniers combats de Belleville font des milliers de morts et la semaine sanglante s'achève au mur des Fédérés dans le cimetière du Père Lachaise. Louise Michel a été arrêtée dès le 24 mai. Elle est obligée de se livrer en apprenant qu'on avait arrêté sa mère et qu'on voulait la fusiller à sa place. Elle écrit « Tout quartier pris par Versailles est changé en abattoir. On tue comme à la chasse. C'est une boucherie humaine. Paris entier est plein de morts. » Arthur Rimbaud écrit à ce moment-là l'orchie
L'orgie parisienne, qui se termine ainsi. Le poète prendra le sanglot des infâmes, la haine des forçats, la clameur des maudits. Et ces rayons d'amour flagelleront les femmes, ces strophes bondiront. Voilà, voilà, bandits. Société, tout est rétabli. Les femmes ont payé un lourd tribut, impossible à chiffrer exactement. Après leur arrestation, elles sont maltraitées, humiliées, traitées comme des prostituées, pour mieux masquer leur engagement politique. Elles traversent Paris enchaînées sous les huées et les crachats des bourgeois venus au spectacle. 1051 femmes furent arrêtées, dont 756 ouvrières, 4 institutrices, 70 commerçantes. On ne connaît que 270 d'entre elles, dont 115 ont été condamnées, 31 aux travaux forcés, c'est-à-dire au bagne, 20 à la déportation dans une enceinte fortifiée, dont Louise Michel et Nathalie Lemel, 16 à la déportation simple, les autres à la prison en France métropolitaine. Parmi ces dernières, beaucoup n'avaient fait que construire des barricades. Véronique Brochet a intitulé son ouvrage « Souvenir d'une morte vivante » car plusieurs femmes ont été fusillées sous son identité, on les a prises pour elle. Célestine Ardouin, emprisonnée avec Louise Michel, décrit donc dans La détenue de Versailles les conditions dégradantes dans les prisons sur des grabats pleins de vermine. C'est là qu'ont été prises la plupart des photos, des 4000 photos de communards, ensuite envoyés à la police des frontières d'ailleurs, souvent par un dénommé Eugène Appert. Si vous venez voir tout à l'heure, vous verrez que ces femmes, pour être photographiées, ont pris un peu la pose. Donc certaines ont pris la pose de combattantes, elles ont voulu être avec leur casquette, voir leur arme. Et d'autres, au contraire, ont voulu laisser un souvenir plus agréable à regarder. Elles se sont passées entre elles sans doute des colliers, des peines pour les cheveux, des châles qu'elles ne pouvaient pas toutes posséder. C'était impossible vu leur pauvreté. Lors de leur procès, beaucoup d'entre elles ont fait preuve de courage et ont tenu tête à leur juge. C'est le cas, on le sait, de Louise Michel, qui répond au président lorsqu'il lui demande « Qu'avez-vous à dire pour votre défense ?» « Je ne veux pas me défendre. Je ne veux pas être défendue. J'appartiens tout entière à la révolution sociale et je déclare accepter la responsabilité de tous mes actes. Je l'accepte tout entière et sans restriction. On me dit que je suis complice de la Commune. Assurément oui, puisque la Commune voulait avant tout la révolution sociale et que la révolution sociale est le plus cher de mes vœux, bien plus. Je me fais honneur d'être l'un des promoteurs de la Commune, qui n'est pour rien qu'on le sache bien dans les assassinats et les incendies. Nous n'avons jamais voulu que le triomphe des grands principes de la Révolution, je le jure, par nos martyrs tombés au camp de Satory, par nos martyrs que j'acclame encore ici hautement et qui un jour trouveront bien un vengeur. Encore une fois, je vous appartiens. Faites de moi ce qu'il vous plaira, prenez ma vie si vous la voulez. Je ne suis pas femme à vous la disputer un seul instant. Ce que je réclame de vous, qui vous affirmez conseil de guerre, de vous qui êtes des militaires et qui jugez à la face de tous, c'est le champ de Satory où sont déjà tombés mes frères. Il faut me retrancher de la société. On vous dit de le faire. Eh bien, le commissaire de la République a raison, puisqu'il semble que tout cœur qui bat pour la liberté n'a droit qu'à un peu de plomb. J'en réclame ma part, moi. Si vous me laissez vivre, je ne cesserai de crier vengeance. Et je dénoncerai à la vengeance de mes frères les assassins de la commission des grâces. C'est là que le président lui coupe la parole et qu'elle va attendre le verdict. Alors, à part Louise Michel, beaucoup d'autres femmes aussi, beaucoup moins célèbres, ont tenu tête au juge. Élodie Richoux, restauratrice, qui avait pris des statues de saints dans une boutique d'objets pieux pour reconstruire une barricade qui s'était effondrée place Saint-Sulpice. Quand le juge lui demande si c'est bien ce qu'elle a fait, elle répond assurément oui,
les statues étaient de pierre et ceux qui mouraient étaient de chair. Ou comme Anne Collot, épouse Guibert, journalière, qui traite les juges de canailles, d'assassins agissant au nom d'un gouvernement, d'assassins qui font mourir de faim les honnêtes gens et les fusillent. Ou encore Marie Chiffon, née Gaborio, surnommée la capitaine, lingère, qui crie au 4e conseil de guerre « Je vous défie de me condamner à mort, vous êtes trop lâche pour me tuer ». Félix Piat la présente d'ailleurs comme une Louise Michel plus obscure, plus inconnue, non lettrée, plus simple, plus brave encore, dont le nom plébéien, dit-il, a nui à sa gloire. Édith Thomas a intitulé son ouvrage « Les pétroleuses », terme dont on a souvent affublé ces femmes, accusées d'avoir mis le feu à la capitale. Elle établit qu'en fait, les procès n'ont pas permis de démontrer des responsabilités d'incendie volontaire de la part des femmes. Seules Florence Landeval et Anne-Marie Ménard ont peut-être mis le feu. Mais elles n'étaient ni dans les clubs, ni dans l'Union des femmes. Alors, il est vrai que les communards ont incendié des barricades et des maisons pour protéger leurs retraites et retarder les Versaillais. Henri Boer, fils naturel d'Alexandre Dumas, qui avait 20 ans en 1871 et a été déporté avec Louise Michel, reconnaît dans Mémoire d'un jeune homme avoir donné l'ordre d'incendier les maisons du carrefour Bréa, mais pour la plupart, les incendies graves sont dus aux bombes incendiaires des Versaillais. Quelle a été l'influence des femmes dans l'œuvre de la Commune? Alors cette œuvre, bien entendu, a été à peine ébauchée. En 72 jours, on ne peut pas réaliser vraiment un programme. Mais c'est une œuvre tout de même, et cela m'a toujours stupéfaite de voir à quel point, en si peu de temps, la Commune a tout de même réussi à jeter les bases d'une œuvre dans une ville isolée, au milieu d'un pays hostile, engagé dans une guerre sans merci contre des gens dont ils savaient très bien que c'était la mort qui les attendait au bout. Ils ont quand même réussi à jeter les bases d'une révolution sociale. D'abord dans l'enseignement. Alors la commission de l'enseignement était présidée par Édouard Vaillant, et c'est le centenaire cette année, le centenaire de sa mort. Il est mort en 1915, donc il va y avoir pas mal d'événements en France autour de la personne d'Édouard Vaillant. Cette commission décide que les filles doivent entrer dans les écoles massivement. Une commission pour organiser l'enseignement dans les écoles de filles regroupe les citoyennes Jacquelart, Léo, Perrier, Reclus et Sapia. Des écoles laïques, gratuites et obligatoires sont mises en place tant bien que mal, car malgré la loi de séparation de l'Église et de l'État du 7 avril 1871, il s'avère très difficile de faire échapper l'enseignement au personnel religieux. Il y a des réactions très vives des dévotes à Paris contre la laïcité, ainsi que des maires des 5e et 13e arrondissements. Quand l'école secondaire Turgot, qui comptait 1000 élèves de milieux aisés, est réquisitionnée, il y a une véritable émeute anticommunaliste. Des violences éclatent. C'est un combat annonciateur des luttes entre les tenants d'un enseignement privé religieux et ceux d'un enseignement public laïque sous la Troisième République et plus tard. On manque de locaux. Paul Mick installe son école publique de filles dans l'église Saint-Pierre de Montmartre. L'école de filles de la rue de la Bienfaisance est une sorte d'école pilote sous la direction de Geneviève Vivien. Les enfants y sont admis dès l'âge de 3 ans et doivent, entre 5 et 7 ans, acquérir les bases de la lecture, de l'écriture, de l'orthographe et du calcul. Une institutrice, Madame Manière, organise rue de Turenne un atelier école provisoire et prévoit l'organisation d'écoles professionnelles remplaçant les ouvroirs religieux. Le 12 mai, une école professionnelle de filles ouvre rue du Perron, où l'on enseigne le modelage, la sculpture sur bois et sur ivoire, et toutes les applications du dessin à l'industrie, sous la direction de Madame Parpalais, professeure de modelage. Mais dans ces écoles professionnelles, on continue aussi l'enseignement littéraire et scientifique. Alors, ces réalisations peuvent sembler bien parcellaires, la commune n'ayant pas pu, faute de temps et peut-être aussi de moyens,
mener à bien sa réforme de l'enseignement. Mais c'est elle qui a tracé les lignes de force que suivront les réformateurs de la Troisième République. C'est l'Union des femmes qui fut le principal moteur de l'action de la Commune dans le domaine de l'organisation du travail. Le 11 avril, dans le journal officiel, elle lance un appel aux citoyennes en disant « Nous voulons le travail, mais en garder le produit ». Les ateliers abandonnés par les patrons sont remis en activité. Les patrons, surnommés humoristiquement les francs-fileurs, sont considérés comme déserteurs, mais on prévoit pour eux une indemnité lorsque leurs ateliers sont remis aux travailleurs sous forme de coopérative. Beaucoup de femmes travaillent ou cherchent du travail car les hommes sont nombreux à se battre. La commune décide que chaque arrondissement doit ouvrir des locaux pour y recevoir les matières premières, que l'on distribue ensuite aux femmes qui ne sont pas salariées mais se partagent le fruit des ventes des produits finis. Sophie Poirier a obtenu de Clémenceau un local pour 70 à 80 ouvrières. Il ne s'agit pas de collectiviser les moyens de production, mais de remettre directement aux producteurs les instruments de travail. Les recherches de la commune ont inspiré, semble-t-il, la réorganisation de la Yougoslavie après la Deuxième Guerre mondiale. Mais le travail manque, même si de nombreuses femmes sont occupées par le ministère du Travail ou l'intendance militaire pour fabriquer des cartouches ou des sacs pour les barricades. Peu à peu, de nombreux ateliers ferment ou sont transformés en ambulances pour les blessés. L'autre fait marquant de cette période dans ce domaine, c'est la constitution des chambres syndicales féminines, c'est la première fois, sous l'égide d'Elisabeth Dimitrieff et de l'Union des femmes, surtout dans le domaine de la couture. Le 15 mai a lieu une réunion générale de délégués syndicaux des deux sexes de toute corporation. La question de l'égalité des salaires hommes-femmes est votée, mais ne peut qu'être esquissée. Elle entre en application néanmoins pour les institutrices avec une revalorisation générale des salaires dans l'enseignement. Alors il faut dire que les institutrices gagnaient au mieux 400 francs par an. Je rappelle que le salaire moyen des ouvrières était de 500 francs. Elle est aussi instaurée, cette égalité, dans tous les ateliers municipaux. Et par ailleurs, les ambulancières touchent la même solde, 1,50 franc par jour, que les gardes nationaux. Les femmes s'organisent aussi dans le domaine du ravitaillement et de la solidarité. Elles sont au premier chef concernées par l'organisation du ravitaillement. Et malgré le blocus des Versaillais, Paris reste approvisionné. La foire au jambon du 4 au 6 avril a lieu en pleine commune, les troupeaux passant la Seine à la nage. Celle au pain d'épices qui se tient juste après a lieu également. Des ventes publiques de pommes de terre à prix très réduit sont organisées dans les arrondissements. On peut dire que sous la commune, les plus démunis ont au moins mangé à leur faim. Et rappelons aussi l'existence de ces marmites de Varlin et Lemel qui nourrissent 8000 travailleurs. Des mesures sont prises pour les familles des citoyens morts au combat, des pensions pour les veuves et les orphelins jusqu'à 18 ans révolus. Mesdames Chauvet, Deslandes, Lanier, Lagrange, Lenoir, Leroy s'occupent de l'orphelinat de la garde nationale qui comporte 300 lits. Dans le 3e et le 18e arrondissement, les orphelinats accueillent respectivement 94 et 60 enfants. Dans le 5e et le 8e, des cantines scolaires sont ouvertes en attendant leur généralisation dans tout Paris. Dans le 20e, la municipalité nourrit et habille les enfants. Enfin, on organise des bureaux d'assistance et non plus de bienfaisance dans les 20 arrondissements. Les auteurs, compositeurs, artistes lyriques s'organisent le 12 avril en première compagnie de la Fédération des artistes, cette fédération dominée par la figure de Gustave Courbet, et demandent l'ouverture de salles de spectacle pour donner des représentations au profit des veuves, des blessés, des orphelins et des nécessiteux de la garde nationale. Le 30 avril, au bénéfice des victimes du 11e arrondissement, Mademoiselle Angelina, artiste lyrique, Madame Stella et Fanny Keller donnent des représentations. Le 7 mai, un concert populaire a lieu aux Tuileries.
Florence Charvin, dite Madame Agar, récite des extraits des Châtiments de Victor Hugo. Le 18 mai, un concert lyrique réunit des artistes à Paris. Le 21 mai, dernier jour de la semaine sanglante, un grand festival a lieu dans les jardins des Tuileries où Rosa Bordas, surnommée Rosa la Rouge du Midi, car elle est originaire à côté d'Avignon, fait un triomphe en chantant la canaille drapée dans le drapeau rouge, le jour où les Versaillais entrent dans Paris. Héroïque, cette Rosa Bordas osera revenir chanter le 9 juillet à Paris pendant que siègent les conseils de guerre. Mais ensuite, sa carrière, comme celle de Madame Agar, sera brisée. Enfin, la commune vote des lois sur la famille, ce qu'on appellerait des lois sociétales aujourd'hui. En fait, on reconnaît le divorce, on décide même que si c'est la femme qui demande la séparation de corps, elle a droit à une pension alimentaire. On reconnaît des droits égaux pour les époux et les enfants illégitimes et les concubins et les enfants nés hors mariage. Mais en fait, le nouveau code ne fait que reconnaître la structure réelle de la famille ouvrière en dehors des lois religieuses et bourgeoises. En conclusion, je dirais que pour libérer la captive, il faut d'abord abattre la prison. C'est ce que la commune a voulu faire, et les femmes qui se sont battues pour elle l'ont bien compris. Elles ont investi toute leur force dans la défense de la commune, persuadées que leur sort dépendait de son succès. Elles ont été omniprésentes, propagandistes, éducatrices, cantinières, ambulancières, combattantes. Elles ont milité pour un idéal d'émancipation au sens le plus large, transcendant la barrière des sexes. Benoît Malon, qui fut longtemps le compagnon d'André Léo, a écrit « Un fait important qu'a mis en lumière la Révolution de Paris, c'est l'entrée des femmes dans la politique. » En effet, pour la première fois, les femmes se sont organisées de façon autonome dans l'Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés. Elles ont créé les premières chambres syndicales féminines. Elles ont, dans l'élan d'un mouvement historique qui le leur permettait, fait progresser la législation les concernant. Après la Commune, celles qui se sont exilées ou ont été emprisonnées, voire déportées, ont repris la lutte. Leurs actions débouchent en 1910 au Congrès international des femmes socialistes de Copenhague sur la décision, à l'initiative de Clara Zetkin, de faire du 8 mars la Journée internationale des droits des femmes. Les femmes de la Commune forment donc bien l'avant-garde de l'émancipation féminine. Aussi est-ce pour la plus grande des portes qu'il faut les faire entrer dans l'histoire. Merci d'autres. Voilà. On est toujours le fil. Voilà. Mélangé, moi. J'ai tout mélangé. Voilà. Eh bien, je ne sais pas ce qu'on fait là. Je ne sais pas, habituellement il y a toujours un débat après un exposé. Si vous voulez acheter le livre, je suis prête à vous le signer, mais je ne fais pas de publicité fracassante. Voilà, voilà. Je peux vous en chanter une petite dernière. Hein. La Commune est en lutte par Paroles, c'est une des plus belles chansons sur la Commune, Paroles de Jean-Roger Cossimon. Sans doute, mon amour, on n'a pas eu de chance. Il y avait la guerre et nous avions 20 ans. L'hiver de 70 fut hiver de souffrance, mais pire est la misère en ce nouveau printemps. Les lilas vont fleurir les hauteurs de Belleville,
les versants de la butte et le bois de Meudon. Nous irons les cueillir en des temps plus faciles. La commune est en lutte et demain nous vaincrons. Nous avons entendu la voix des camarades. Les Versaillais infâmes approchent de Paris. Tu m'as dit, avec toi, j'irai aux barricades. La place d'une femme est près de son mari. Quand le premier de nous est tombé sur les pierres, en dernière culbute, une balle en plein front. Sur lui, tu t'es penché pour fermer ses paupières. La commune est en lutte et demain nous vaincrons. Les vallées des tyrans étaient en plus grand nombre. Il a fallu nous rendre, on va nous fusiller. Mais notre cri d'espoir qui va jaillir de l'ombre, le monde va l'entendre et ne plus l'oublier. Soldats, obéissez aux ordres de vos maîtres, que l'on nous exécute en nous visant au cœur. De notre sang versé, la liberté va naître, la commune est en lutte et nous sommes vainqueurs.